Bonjour et bienvenue dans le 64e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture et en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe prête-plume. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici avec vous dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un petit peu les choses, mon tout premier roman, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je me consacre à l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours, Essais comiques sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, je suis un atelier d'écriture où, après avoir été accompagnée par une éditrice, je vais bénéficier d'un diagnostic éditorial. Dans cet épisode, je vous parle d'efficacité, d'auto-édition, de corrections qui n'en finissent pas, d'autobiographie, d'évolution de personnages, de romans courts, de retours critiques qui tombent un peu à côté, de la voix d'un texte, d'interprétation, de démarrage in media res, de stratégie d'auteur, d'effets d'annonce, d'ironie dramatique et de bien d'autres choses comme d'habitude. Tout de suite, retour en mars 2024. Bonne écoute à vous! Le mercredi 6 mars 2024. J'ai l'impression d'être dans les derniers fignolages de mon texte. Je crois que j'ai beaucoup de mal à imaginer ajouter un fil narratif. Je me demande même d'ailleurs si je suis pas en train de procrastiner. Par exemple, ce matin, j'ai réfléchi à couper mes chapitres en deux, donc j'ai fait des tests dans ce sens-là pour savoir si ça fonctionnait, si les chapitres ne se retrouvaient pas trop déséquilibrés les uns par rapport aux autres. Alors ça marche, il y en a peut-être 3 ou 4 qu'il faudrait que je raccourcisse un peu encore. J'ai trouvé des titres à tous mes chapitres supplémentaires. Il m'en manque juste un et j'ai passé 1 heure à essayer de trouver un titre que je n'ai toujours pas trouvé. Voilà, c'est pour ça que je parle de temps de perdu, parce que je n'ai pas le sentiment d'avoir beaucoup avancé. Bon, c'est pas très grave, il y a des jours comme ça. Demain, je vais essayer d'accélérer le rythme. Déjà, j'ai commencé à reprendre mes notes vocales. Je vais continuer à les écouter demain et je pense que je vais vraiment m'arrêter sur celles qui sont absolument essentielles pour mon texte. Parce que oui, il y a des choses intéressantes à développer, mais j'ai pas envie de me noyer dans les détails, ce que j'ai un peu tendance à faire, ce qui fait que je ne finis pas les choses. Ce qui est un peu terrible, même si terrible est vraiment un bien grand mot, c'est que j'ai encore envie de relire mon texte pour savoir si aujourd'hui ça va avec les corrections que j'ai faites, est-ce que ça marche ? Alors que j'en ai fait très peu des corrections. Et je vais pas sans cesse continuer à le relire. Entre ma dernière relecture et les corrections que j'ai faites, il n'a pas évolué de façon fondamentale, donc faut que j'arrête avec ça. J'espère que demain je serai un peu plus efficace que ce matin. À force d'écouter des podcasts avec des auteurs auto-édités, autant lorsqu'il s'agit d'interviews que d'auteurs qui font leur propre podcast, de plus en plus je suis convaincue que l'auto-édition n'est pas fait pour moi. Parce que j'ai l'impression qu'il faut écrire dans un seul genre pour se faire repérer dans ce genre-là, comme si on était une espèce de marque de la romance, marque de la fantaisie, que c'est un certain genre de littérature, c'est-à-dire que c'est une littérature qui se concentre quasi uniquement sur l'histoire. Les stratégies d'auteurs auto-édités ne correspondent pas du tout à la manière dont j'envisage mon écriture. Je ne me retrouve pas dedans. Et j'ai vraiment l'impression que ce que j'écris ne correspondrait pas du tout à de l'auto-édition. En plus de ça, personnellement, je n'arrive pas à lire d'auteurs auto-édités. Aucun auteur auto-édité qui fait sa promotion, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en podcast, etc., ne me donne envie de le lire. Parce que j'ai l'impression que c'est très marketé, soit romance, soit fantasy, young adult ou que sais-je. Mais souvent, quand ils parlent de la manière dont ils écrivent, ils ne parlent que de chiffres, de stratégie d'auteur, de marketing commercial et très 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 peu de leur plume, de l'aspect artistique de l'écriture. Et ça me gêne terriblement. Je ne me reconnais pas là-dedans, c'est pas comme ça que je vois l'écriture.
Je pense qu'une activité artistique n'est pas forcément incompatible avec le fait de gagner sa vie. Par contre, de stratégiser son art, pour moi, est incompatible avec l'art lui-même. Si j'écris un livre en particulier, c'est que c'est quelque chose que j'ai dans les tripes. C'est pas juste parce que, ah bah oui, mais moi, je fais de la romance, donc je n'écrirai plus que de la romance. Voilà, c'est que j'ai une histoire à raconter et il se trouve qu'elle correspond à ce genre-là. D'autant plus que moi, la plupart de mes histoires jusqu'à présent, c'est plutôt ce qu'on appelle la littérature blanche, sans genre, sans étiquette. Et cette littérature-là, j'ai l'impression que dans l'auto-édition, elle n'a pas forcément sa place. Je dis pas que je ferme complètement la porte, hein. Mais là où encore j'ai des doutes, c'est que ça me semble difficile de publier dans un endroit où je ne vais pas pour lire en tant que lectrice. Donc je crois que j'ai beaucoup de mal à me mettre à la place des lecteurs d'auto-éditer parce que moi-même, je n'y vais pas. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre les stratégies d'auteurs auto-édités parce que c'est tellement loin de la manière dont je consomme de la littérature. Donc ouais, si je ne suis pas prise en maison d'édition, je pense que l'auto-édition n'est de toute façon pas pour moi, en tous les cas telle qu'elle est aujourd'hui. Le vendredi 8 mars 2024. Les corrections n'en finissent plus. Je suis en train de reprendre les notes vocales que j'avais enregistrées lors de ma dernière lecture et là, ça fait 2 jours que je me suis arrêtée sur une correction anodine en apparence, mais qui me prend beaucoup plus de temps que prévu. En fait, il se trouve qu'il se passe quelque chose dans un chapitre qu'il faudrait préparer en amont. Et c'est ce à quoi je m'attelle en réécrivant carrément des scènes, voire un chapitre entier, pour pouvoir préparer cette petite chose. C'est vraiment un détail, mais qui me demande énormément de travail. Alors, je ne suis pas encore en retard par rapport au planning que je m'étais fixé, puisque je m'étais dit que je terminerais mes corrections dimanche. Et moi qui pensais que je n'aurais pas le temps ce week-end, parce que pas de disponibilité pour travailler mon texte, finalement je vais pouvoir m'y consacrer. Donc j'ai encore un petit peu de temps pour faire ces dernières corrections avant de réfléchir si j'ajoute ou pas cette scène, voir comment je peux l'ajouter, quelles pourraient en être les conséquences. Et en fonction du résultat de ce travail, je choisirai si je l'intègre ou pas. Si je ne trouve rien, si je ne vois pas comment mettre en place les choses, j'abandonne cette scène, j'abandonne cette idée. Mais je me laisse quand même une semaine de réflexion pour tourner autour. C'est bien en fait de se limiter dans le temps. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait pour travailler un détail en particulier. Quand on a une réflexion à faire à propos d'un sujet qu'on a à traiter, de la manière dont on voudrait le traiter, dès qu'il s'agit de réflexion ou de recherche, je pense que ça peut être bien de se donner une deadline pour réduire son champ d'exploration dans le temps. Parce qu'évidemment, on peut faire des recherches infiniment, on peut améliorer son texte infiniment et ça ne se termine jamais. Après, je sais que j'ai beaucoup de mal avec les finitions. Ça m'a toujours posé problème. J'avais le même souci lorsque j'étais journaliste reporter d'images. Dès qu'il s'agissait de finir mon sujet, de fignoler dans ses moindres détails un sujet qui devait être diffusé le soir même, je détestais ce passage-là parce que là, on rentre vraiment dans du petit détail. On a l'impression de faire du surplace, de ne pas avancer. Et puis comme j'ai envie de faire bien les choses, j'essaye que tout soit à peu près nickel. Sauf que, comme je le dis souvent, un texte ne peut pas être parfait. Mais moi, je sais que j'ai tendance à laisser des grosses erreurs, des grosses fautes, si je relis pas 10 fois la même chose. Et quand on sait que même les manuscrits publiés comportent toujours des coquilles ou des erreurs plus grossières, c'est difficile quand on est tout seul dans son coin d'essayer d'atteindre cette espèce de perfection inatteignable, hein. Ce qui est difficile aujourd'hui aussi, c'est que je sens que j'arrive au bout de quelque chose. Et j'ai du mal à lâcher, par peur de lâcher trop tôt, parce que je sais aussi quelle sera l'étape suivante. Bon, pas tout de suite, ceci dit. C'est vrai que d'abord, il doit passer au diagnostic éditorial. Ça se trouve, mon texte va me revenir avec plein de corrections à faire du diagnostic éditorial. Et alors, dans ces cas-là, il y aura encore du travail qui m'attendra. Je sais pas comment je réagirai d'ailleurs si c'est le cas. J'ai tellement envie de passer à autre chose. J'hésite pour le texte d'après, notamment celui sur lequel je travaillerai pendant cette pause, le temps d'avoir le retour du diagnostic éditorial.
qui va prendre au moins 2 mois. J'ai très envie de me relancer dans mon roman de fantasy. Sauf que si c'est juste pour 2 mois, c'est peut-être pas la peine. Alors qu'en 2 mois, j'aurai peut-être le temps de finir l'Inde de Suraj ou de bien avancer sur ce texte. Ça serait bien que j'ai plusieurs textes terminés. Plus j'aurai de textes terminés, plus je me rapprocherai de mon rêve. Parce que si tous ces textes sont refusés en maison d'édition, même si je pense que l'auto-édition n'est pas faite pour moi, je me résoudrai à passer par là parce que j'ai envie de partager ce que j'ai écrit et à un moment, il faudra que je teste cette méthode de publication. J'ai pas du tout envie de m'y atteler, mais si c'est le seul moyen de partager mes textes, alors je le ferai. Et j'essaierai de le faire au mieux. Peut-être que je ferai une formation en auto-édition pour vraiment faire les choses comme il faut. Mais vraiment, j'ai pas envie. C'est pas très bon de se lancer dans quelque chose quand on n'a pas envie. Généralement, c'est pas très bon signe pour la réussite d'un projet. En écoutant un podcast, j'ai eu une révélation. Bon, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais je me suis dit que l'Inde de Suraj pourrait peut-être trouver sa place dans l'essai comique. Alors évidemment pas dans le livre que je viens d'écrire, c'est clairement pas du tout le même sujet. Mais comme il s'agit du parcours amoureux d'une femme de son enfance jusqu'à sa mort, c'est une série de livres à propos de ce sujet-là, vraiment l'Inde de Suraj peut s'inscrire dans cette continuité. Et dans ces cas-là, c'est peut-être pas demain la veille qu'il faut que je le retravaille. Parce que ce n'est toujours pas clair ce que je veux faire avec ce texte. J'entendais justement dans ce podcast qu'elle disait qu'il fallait avoir une idée de la fin et j'en suis assez convaincue. Pour savoir dans quelle direction va son roman, il faut avoir une idée de la fin. Dernièrement, je remets beaucoup en question la fin que j'avais trouvée, qui ne correspond pas au démarrage de mon texte, qui ne correspond pas non plus à ce que j'avais envie de dire. Et j'avais choisi une fin qui permettait d'inclure un nouveau rebondissement, mais qui ne correspond pas au message que j'ai envie de faire passer. Bon, quand je parle de message, je reprécise à chaque fois, mais je préfère, c'est pas un message moralisateur, c'est pas du tout le but du message dans un roman. C'est une idée que j'ai envie de faire passer, ça peut être une réflexion, une question, ou ce genre de choses. Et tel qu'il se termine aujourd'hui, ça ne correspond pas. Alors j'ai une autre idée de fin, mais je trouve ça plat. Enfin, je trouve qu'elle est surtout très compliquée à mettre en place. J'ai voulu raconter cette histoire parce que ce voyage en Inde, c'est une expérience qui, moi, personnellement, m'a bouleversée. Et donc j'avais envie de partager ce que j'avais vécu, à quel point ça m'avait bouleversée. Enfin, vous voyez, le genre de principe qui pousse à se lancer dans l'autobiographie. Et après, comme moi, j'ai toujours été passionnée par la fiction, je voulais en faire une fiction et je voulais aussi me débarrasser de l'autobiographie pour être beaucoup plus libre d'aller dans n'importe quelle direction. Sauf que je reviens toujours à mon vécu, comme si j'y étais attachée, et j'ai beaucoup de mal à m'en extraire pour inventer une fin digne de ce nom. Ce qui me gêne, c'est que, pour l'instant, Olivia, mon personnage, n'a pas une courbe d'évolution exceptionnelle. On a l'impression qu'elle a fait tout ça pour rien. Et ça, c'est un vrai problème. Clairement, ça ne marche pas, si c'est le cas. Il faut qu'il y ait une évolution. Seulement, je ne sais pas laquelle mettre en place. J'ai une petite idée de quelque chose qui correspondrait un peu plus à pourquoi elle est partie faire ce voyage, donc qui répondrait un petit peu à la question de départ. Mais la mise en place ne me paraît pas très convaincante. Alors soit je retravaille ce texte en me prenant la tête pour essayer de lui trouver une forme, une structure qui lui convient pour en faire un vrai roman de fiction au bout duquel on a envie d'aller, soit je l'inscris dans ma série de l'essai comique et je reprendrai ce texte au moment où j'arriverai à cette étape de la vie de mon personnage. Donc Olivia se transformerait en Apolline, mais à la limite, vu que j'ai beaucoup de mal à savoir qui est Olivia, ça serait pas très gênant si elle changeait radicalement. C'est une possibilité. Ça veut dire que l'Inde de Suraj, je le mets de côté pendant quand même un certain nombre d'années. Et à la limite, pourquoi pas, C'est un petit peu dommage parce que j'ai beaucoup partagé mon travail avec vous dans l'espoir de partager ce texte, avec l'ambition de vous donner envie de lire ce texte. Et puis derrière, je dis non, vous ne le lirez pas tout de suite. Il va vous falloir encore attendre quelques années, mais bon. C'est aussi le partage honnête de ce podcast que j'essaye de faire. Et on fait pas toujours, en tous les cas, moi je suis comme ça, je fais pas toujours tout ce que j'ai prévu. Il y a aussi la vie qui rentre en jeu et on peut pas en faire abstraction. Autre chose, plusieurs fois j'ai pu entendre, lire
qu'on considérait que c'était un roman à partir de 50 000 mots. Or, il se trouve que mon roman, L'essai comique, arrive à 47 800, 900 mots. Alors, j'y suis presque, sauf qu'il m'en manque quand même presque 3000, soit presque un chapitre. Ce qui fait que ce n'est pas encore un roman, mais une novella, et cela risque de me poser problème pour trouver une place en maison d'édition parce qu'il est trop court. Est-ce que c'est un vrai problème? Parce que moi j'ai vraiment le sentiment de tenir un roman entre mes mains, pas du tout une nouvelle ou une novella. Après, est-ce que j'ai vraiment lu des novellas? J'en sais rien. Mais je vois dans ma bibliothèque des petits livres comme Le blé en herbe de Colette. C'est un tout petit livre. Ça doit être une novella. La Familia Grande de Camille Kouchner. C'est pareil, c'est un livre qui est tout petit. Est-ce que c'est une novella? On ne meurt pas d'amour de Géraldine d'Alban Morenas. C'est un petit livre. En plus, là, je vous parle de format poche. Alors, est-ce qu'ils ont pu être vendus comme des romans parce que ce sont déjà des auteurs un peu réputés? J'aimerais beaucoup savoir le nombre de signes des romans qui sont dans ma bibliothèque. Mais bon, je ne vais pas m'amuser à les compter, évidemment. Parce que je suis sûre qu'en format poche ou même en grand format, mon roman ne serait pas si mince que ça. J'en suis persuadée. Et je ne vais pas rajouter du texte pour arriver aux 50 000 mots. Il en est hors de question. Ça serait du remplissage qui risquerait de me desservir plus qu'autre chose. Mais même là, je vois le premier roman de Marc Lévy. Et si c'était vrai? Il est tout petit, ce roman. Bon, ouais, ça lui a pas posé problème pour le publier. Mais même tous les romans de Marc Lévy, ils sont petits. Le livre de Luis Sepúlveda, Le vieux qui lisait des romans d'amour, c'est pareil, c'est un petit livre. Par rapport à la littérature, en tous les cas, que je lis, ça n'a pas l'air d'être un critère de base pour être publié. Alors peut-être que ce ne sont que de grands auteurs qui, du coup, peuvent se permettre de publier des petits livres en les faisant passer pour des romans. Mais ça reste à voir. J'avais décidé de faire abstraction de cette information. Je pense que je vais continuer. Et puis de toute façon, si jamais je trouve une piste pour ajouter cette scène avec la sœur et que ça m'intéresse, de développer tout ce nouveau fil narratif, en tous les cas de l'approfondir beaucoup, eh bien dans ces cas-là, mon livre s'en verra agrandi. Le samedi 9 mars 2024. Hier, j'ai enfin reçu les retours de mon dernier bêta-lecteur, qui n'a pas eu le temps de lire tout le texte, mais qui a pris des notes sur le début de mon roman. Et malheureusement, il a fait un énorme travail, mais je ne suis pas sûre que je vais pouvoir en faire grand-chose. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'au lieu de se plonger dans la lecture de ce texte comme s'il s'agissait d'un roman, comme un lecteur lambda, il a tout de suite voulu entrer dans l'analyse et plutôt que d'être à l'écoute de la voix du texte, en essayant de discerner quelles pouvaient être mes attentions, il a beaucoup interprété. Alors, il y a peut-être des choses dont je vais quand même pouvoir me servir, mais j'avoue que je suis un peu désemparée face à ces retours. Au tout début de mon roman, je mets une sorte de sommaire qui, moi, me permet de me repérer plus facilement dans mon texte quand je travaille dessus. C'est hyper pratique, c'est comme un index où tous mes chapitres sont répertoriés. Et lui me dit qu'il aime bien découvrir le découpage d'un livre à la lecture, et donc là il a l'impression d'être spoilé. Mais bon, ça c'est un truc qui existe quand on écrit un manuscrit, mais c'est pas du tout voué à rester lors de la publication. Je pense quand même peut-être le mettre pour l'envoi en maison d'édition, parce que pour le coup les éditeurs ils aiment bien savoir quel genre de texte ils ont à faire, de quelle manière il est découpé en un clin d'œil. Donc ça c'est plus un truc pour moi et pour une éventuelle soumission en maison d'édition. Chapitre 1, alors ça commence plutôt bien, tu as une écriture agréable, la lecture est plutôt facile, c'est un point fort. Cela me fait bizarre par contre qu'on plonge directement dans le passé de ton enfance. Il me parle comme si la narratrice c'était moi, ça c'est aussi un petit peu gênant, c'est pas moi quoi. Je trouve que cela manque d'une sorte d'intro du narrateur. Et alors là, où je suis pas d'accord avec lui, c'est que c'est une manière de commencer un texte. In media res, ça s'appelle. Il y a des textes qui commencent de cette façon, ça c'est une question de goût. C'est très personnel à chacun. Et puis tout de suite, il s'imagine que c'est une adulte qui écrit. Alors ça repose la question du niveau de langue. Je sais pas quoi faire avec ça en fait. Parce que moi, le texte tel qu'il est écrit me plaît. C'est une stratégie d'écriture. Là, dernièrement, je viens de lire La délicatesse du hérisson. Je crois que ça s'appelle comme ça, de Muriel Barbery. Bon, si jamais je me trompe, je corrigerai tout ça dans la barre d'infos de l'épisode.
Et c'est une narratrice de 12 ans, l'un des deux narrateurs du roman. Elle a un langage clairement pas de son âge. Bon, il se trouve que c'est une enfant surdouée, donc on lui pardonne. Mais on voit bien que c'est une stratégie d'auteur, on voit bien que c'est l'auteur qui parle pour elle. Et c'est pas gênant. C'est un accord tacite qu'un lecteur passe avec un auteur. Ok, c'est une ado qui parle. Certes, elle s'exprime pas comme devrait s'exprimer normalement une ado, mais c'est un contrat qu'on passe avec l'auteur. En disant on va faire comme si. De toute façon, c'est ça, lire un roman. On fait comme si. Donc on se plie aux règles de l'auteur, généralement. Sauf si vraiment, elles sont pas bien tenues. Ça me choque que tu lises le terme « moche ». Alors ça, c'est la deuxième fois qu'on me dit la même chose. Ma narratrice décrit ses copines, et il y en a une qui est très jolie et l'autre qui est moche. Mais moche, c'est vraiment un terme d'enfant pour le coup. Moi, j'aime beaucoup ce terme, il me fait énormément rire. Et il me dit, je comprends que c'est le terme qu'aurait utilisé l'enfant, mais je trouve ça super dur. Bah oui, mais je suis pas là pour faire du bisounours, hein. Peut-être avec des guillemets, ou alors pas belle. Bon, sauf que pas belle, ça serait une redondance par rapport à belle que j'arrête pas d'utiliser. Ou disgracieuse. Bah disgracieuse, c'est beaucoup trop littéraire. Non, moi j'aimais bien moche. Alors bon, c'est quand même la deuxième fois qu'on me signale moche, que ça choque un peu, ça heurte. Est-ce que c'est parce qu'on ne sent pas du tout la narratrice adolescente dans le début de mon texte, ce qui fait que quand on tombe sur ce mot, là, on est un peu heurté parce que c'est pas en accord avec le reste du texte, peut-être. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je retravaille le début de mon texte de façon plus ado. Le problème, c'est que je suis déjà tellement attachée à ce que j'ai écrit que j'ai beaucoup de mal à retravailler mon texte, surtout que je connais par cœur. Hein. Le début de mon texte, c'est ce que j'ai le plus retravaillé, donc même si j'essaye de l'écrire autrement, les phrases vont me revenir telles qu'elles sont écrites. Page 4, tu prends du recul en disant du haut de mes 13 ans. Cela me déroute un peu, parce que je m'imaginais au début du livre que la narratrice était adulte. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, soit il y a un vrai problème dans le démarrage de mon texte par rapport au niveau de langue, soit c'est lui, comme il a tout de suite interprété d'une certaine façon, il s'est imaginé que la narratrice était une adulte. Et là, il me dit, si elle est ado, alors je pense qu'il faudrait faire une intro avec une anecdote d'ado. Mais là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de retourner au démarrage de la vie amoureuse de mon personnage. Et là, il voudrait que je développe un peu plus sur la sœur. Sauf que c'est pas le moment. Il dit, on sent qu'il y aurait pas mal de choses à dire, mais tu veux abréger pour faire avancer le récit. Oui, en effet. Mais parce qu'on va y revenir en fait, donc je vais pas tout mettre en bloc là à ce moment-là. Tu effleures un certain sujet, on a envie d'en savoir plus. Ensuite, je faisais un effet d'annonce qui ne lui a pas plu parce que ça lui a donné l'impression d'être spoilé. Et en même temps, j'annonce quelque chose qui ne va absolument pas se passer comme ça. Et là, lui, il a l'impression que ça y est, tout est réglé. Alors bon, ça c'est des commentaires à mon avis qu'il aurait supprimés s'il avait lu la suite du texte. Parce que ça ne fonctionne pas. Bon, de toute façon, cette phrase, je l'ai retirée parce que je faisais des effets d'annonce pour un peu plus de suspense partout et ça plaisait à personne. Donc j'ai fini par me contenir et j'en ai enlevé la moitié. Page 8, il me relève une petite coquille et à un moment, je dis que ma narratrice est en train de lire Germinal. Ma narratrice a 13 ans, mais l'histoire dont elle parle commence quand elle avait 12 ans. Et elle lit Germinal, ce qui est peut-être relativement tôt pour lire Germinal à cet âge-là, et c'est exactement le message que j'ai envie de faire passer. Et là, il me dit, je trouverais intéressant pour l'histoire que le roman qui te tient éveillé contienne quelque chose en rapport avec tes aventures. Sinon, cela fait comme si tu citais juste pour citer. Ben oui, je cite pour citer, mais parce que j'ai envie de faire comprendre un élément indispensable sur mon personnage. C'est-à-dire qu'elle lit des livres qui ne sont pas de son âge. En plus, je comprends pas parce que c'est ce que je dis. Hein. Alors, c'est l'ancienne version, peut-être que j'ai un peu modifié depuis, mais je dis, j'aurais déjà dû dormir à cette heure-ci, mais embarquée dans Germinal, je n'avais aucune envie d'éteindre la lumière. D'autant plus que tout le monde m'avait dit que ce n'était pas un livre pour mon âge, et que moi, de mon côté, il fallait bien que je leur prouve le contraire, si je voulais les convaincre que plus tard, je deviendrais grand écrivain. Bon en fait, c'est dit dans la phrase. Pourquoi je cite ce texte ? À un moment, il me dit « Je songeais au fait que le contexte particulier de notre école a pu influencer notre rapport à l'amour. Je n'ai pas toutes les explications, mais c'est en te lisant que je commençais à y réfléchir. » Ça, par contre, c'était une réflexion que je m'étais jamais faite. Je me dis « Tiens, c'est intéressant. » En comparaison à un collège public. Alors, c'est vrai que j'entends beaucoup de témoignages de personnes qui ont été un peu traumatisées par leur entrée au collège. Tandis que nous, comme toutes les classes étaient dans la même école, le passage en 6e n'était pas du tout un traumatisme. C'était dans la continuité logique de notre scolarité. Il
Il n'y avait aucun problème, souvent avec les mêmes élèves. Alors il y en avait certains qui partaient, d'autres qui arrivaient, mais il y avait toujours le même noyau dur, donc on n'était pas du tout perturbés. Et puis comme il y avait une classe par niveau, on se retrouvait toujours avec les mêmes d'une année sur l'autre. Ce qui fait que l'entrée au collège n'a absolument pas été traumatisante pour moi, ni pour la plupart des personnes de ma classe. Donc ça, c'est clair que ça joue sans doute dans notre façon d'envisager les relations. Mais pour bien faire, c'est toi qui me l'as dit, alors je m'en souviens pas. Il faudrait interroger des personnes ayant fait le public et comparer quelques témoignages. Mais bon, en même temps, j'ai pas forcément envie de développer sur ce sujet-là. Est-ce que l'école dans laquelle on a été influence notre rapport à l'amour ? Ça peut être intéressant, mais là, j'avoue que ça serait ouvrir une nouvelle porte et que, bon, je suis à un stade de mon roman où j'ai plus trop envie d'en ouvrir des nouvelles. J'ai plutôt envie d'explorer celles qui sont déjà ouvertes. Après, il me fait une proposition d'un petit ajout pour préciser une phrase. Ensuite, il y a une phrase à propos de la sœur dont il ne comprend pas bien le sens. Donc ça, peut-être il faudra que je revoie. Et dans mon roman, il y a 2 fils rouges. Et lui, ce qui a l'air de plus l'intéresser, c'est le fil rouge autour de la sœur, sauf que c'est celui qui est venu s'ajouter après. C'est pas celui-là que j'avais le plus envie de traiter, c'est celui-là qui tient l'enjeu. Et lui, il trouve que le fil rouge autour de cette intrigue devrait être en continu, que je ne devrais pas l'intercaler avec des explications sur le système scolaire ou ce que la mère pense de la sœur, ce genre de choses. Mais en fait, je suis encore en train de poser les bases de mon roman. Si je le fais pas à cet endroit-là, je pourrais le faire nulle part ailleurs. J'aurais presque envie de terminer le chapitre lorsque la narratrice dit qu'elle s'endort. Oui, moi aussi, je pensais même à le couper en 2 à cet endroit-là. Et démarrer un nouveau chapitre sur la rentrée et l'école. Bon, bah là, répond à une de mes interrogations sur le fait de couper ou pas mes chapitres en 2. J'aime bien la description de la rentrée. J'aurais bien vu une plus longue description des sensations si particulières que l'on ressent lors d'une rentrée des classes. Le trac et l'atmosphère, retrouver son nom écrit sur une table. Ah ouais, ça je me souviens pas du tout quoi. Les odeurs de l'école entre marronniers, feuilles mortes et parquet ciré. Bon, bah ouais, pourquoi pas, à voir. Alors il est un peu perdu dans le nombre de personnages, et puis il me dit bon, c'est peut-être la fatigue, ou peut-être qu'il faudrait se concentrer sur moins de personnages. Alors, si il a lu avec un tel esprit analytique chacun des chapitres, chacune des pages de mon roman, il a sans doute pas dû tout lire dans la continuité, et donc en effet, il est un peu perdu. Mais ça, c'est un peu logique, quoi. Donc je peux comprendre que là, il y ait beaucoup de personnages pour lui. Je ne peux absolument pas réduire tous ces personnages parce que ils ont chacun une fonction très spécifique et puis je pense que quand on lit le texte dans sa continuité, on fait très bien la différence. Je termine le chapitre 3. Je ne sais pas si tu parles d'un incident qui s'est produit chapitre 2 plus tard, mais j'attendais avec impatience de savoir ce qui s'était finalement passé. Alors ça, c'est vrai qu'on me l'a déjà reproché. J'ai un flashback qui vient s'intercaler à ce moment-là. Comme on a envie de savoir quelles sont les conséquences de l'incident qui a eu lieu, on n'est pas prêt à entrer dans un nouveau flashback. C'est un peu frustrant pour le lecteur. C'est pas la première fois qu'on me le reproche. Sauf que je ne sais pas où mettre ce flashback à un autre moment. Une fois qu'il voit que je reparle de l'incident un peu plus tard, il me redit qu'il trouve que tout le passage sur ce flashback pourrait être à un autre endroit. Et il conclut en disant « Je suis partagée parce que je me rends compte que je pourrais réécrire le tout différemment. Il y a beaucoup de matière intéressante. Mais ce qui me gêne, c'est ne pas savoir quel âge a la narratrice lorsqu'elle écrit. Cela fait à la fois enfantin, ce qui est un certain point de vue, et à la fois il y a d'intercaler des réflexions d'adultes qu'un enfant de cet âge-là ne se ferait pas. » Donc voilà, ça pose vraiment la question du niveau de langue, hein. Mais en même temps, c'est tout l'intérêt de l'ironie dramatique. Pour lui, ça marche pas, si j'en crois ce qu'il me dit. Contrairement à ce que mes autres lecteurs me disaient, quoi. Il faudrait plus séparer les deux, je pense. On n'a pas le temps de s'identifier en tant que lecteur. Bon, alors là, c'est complètement en contradiction totale avec les retours que j'ai eus de mes autres bêta-lecteurs. Quand c'est la petite fille qui parle, on se souvient de notre enfance et on entend l'innocence de la narratrice qui découvre plein de choses. C'est attendrissant. Et quand c'est l'adulte qui parle, on sent qu'il y a une couche d'analyse, d'introspection, du regard sur l'adulte que tu es devenu, une distance. Mais les deux mélangés me perdent. C'est tout le concept du livre, alors bon, ça me pose problème, quoi. Et là, il me réaffirme qu'il compte vraiment le lire en entier.
Donc je lui ai renvoyé la nouvelle version de mon texte parce que ça sert à rien qu'il continue sa lecture sur une vieille version et qu'il me dise des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. S'il a l'occasion de les lire, le temps, et puis peut-être en lui disant aussi que peut-être il peut être plus synthétique, quoi. Parce que là, en gros, il a lu les 22 premières pages sur 114 pages. Ça remet plein de choses en question. Je vais quand même reprendre les choses qui sont faciles à corriger à partir de ses retours, puis je vais réfléchir si je déplace ou pas ce flashback. Peut-être que je peux faire appel à une de mes anciennes bêta-lectrices en lui disant « Mais est-ce que toi, ça t'a gêné ?» Et il me semble que c'est pas la première fois que j'ai des remarques dans ce sens-là. Donc oui, quand il y a beaucoup de remarques sur les mêmes choses, faut quand même que j'y prenne garde, quoi. Et puis là, en retombant sur le début de mon roman, j'aime toujours pas l'incipit. J'ai beaucoup de mal avec les démarrages de texte. C'est la même chose avec ma bio, je me prends énormément la tête, j'arrête pas de modifier et je suis jamais contente du résultat. Le bilan de ce retour de bêta lecture, c'est que, alors en effet, il y a beaucoup d'interprétations, mais il y a aussi des pistes de retravail qui sont intéressantes à prendre en compte. Je suis moins catégorique qu'après avoir juste parcouru vite fait, il y a vraiment des choses sur lesquelles je peux réfléchir. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela m'aide énormément à le faire connaître et surtout, ça m'encourage beaucoup. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.